Bonjour et bonsoir à tous. Merci à tous de vous être déplacés aujourd'hui en fin de journée. On est très heureux de vous accueillir pour cet événement co-organisé par le CIAN et France Invest. On va avoir la chance d'avoir un panel qui va à la fois faire une présentation un petit panorama sur le private equity africain et également ce qu'on peut suggérer, conseiller pour de nouveaux arrivants en matière notamment juridique et de structuration. Peut-être avant de céder la parole à Étienne Giros, président du CIAN, et laisser ensuite le panel vous faire ses présentations, juste un mot en matière d'impact, puisqu'ils vont vous parler de chiffres, ils vont vous parler de quantité, on va parler de montant, de nombre de fonds, des best practices légales. Mais le private equity, c'est aussi avant tout investir dans des industries qui créent des emplois, qui ont des impacts positifs. C'est vrai partout sur la planète, c'est pas simplement vrai en Afrique, mais c'est particulièrement vrai en Afrique, puisqu'en règle générale, les sociétés dans lesquelles on investit sont plutôt plus structurées que la moyenne et sont souvent des exemples de best practices dans leur secteur. Donc, très heureux de vous avoir tous ici. Et je pense que une des prochaines tables rondes qu'on fera sur ce sujet-là, ce serait également d'essayer de partager avec vous justement les chiffres en matière de nombre d'emplois. Il y avait hier soir à Paris le dîner annuel d'Europe Invest et j'ai été très frappé par les chiffres qu'on oublie toujours. Mais par exemple, en Europe, et je suis sûr qu'en Afrique, on a exactement le même type d'ordre de grandeur, on a à peu près 4% des emplois qui sont dans des entreprises détenues par des fonds de private equity. Et comme le pourcentage de private equity en Afrique par rapport au PIB est à peu près le même qu'en Europe, je ne serais pas surpris qu'on trouve ce genre de chiffres macroéconomiques quand on fera les calculs et sans oublier toutes les grandes entreprises françaises, dont beaucoup ne sont pas détenues par du private equity. Mais ça, c'est plutôt toi, Étienne, qui connais. Merci Luc et bonsoir à tous. D'abord, je suis très très impressionné de voir que les investisseurs et le private equity fait un dîner le soir du grand débat. Donc Macron n'a pas eu peur de vous faire concurrence et c'est très courageux, bravo, ça montre votre influence. Non, je voulais vous dire d'abord que je suis très heureux d'être là et d'abord je voudrais remercier France Invest, son président Luc Riguzzo, son président d'honneur Hervé Schrick, qu'on se connaît depuis longtemps et je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble parce que ce que je voulais vous dire simplement, c'est qu'au nom des entreprises françaises et du secteur privé français, le private equity doit jouer un rôle encore plus important en Afrique. C'est absolument essentiel. Au moment où nous ressentons, ça c'est entre nous, un léger tassement, un léger ralentissement de l'envie d'Afrique, qui est sensible. Certains groupes s'en vont, d'autres freinent. Il y a une aversion au risque qui, à mon avis, s'accélère. Il y a une crainte d'image, etc., qui nuisent un peu aux investissements. Vous êtes, les investisseurs, les fonds d'investissement, de plus en plus nécessaires. Nous, on le voit bien, en Afrique, il y a beaucoup de difficultés à surmonter, la gouvernance, la crainte ou le ressenti du risque, les risques politiques, etc. Enfin, il y a beaucoup de difficultés, mais il y en a une qui est toujours répétée par les acteurs, c'est la difficulté de se financer. Alors les grands groupes, eux, ils arrivent à le faire un peu plus facilement que les autres parce qu'ils peuvent emprunter pour leur filiale si nécessaire. Ils peuvent envoyer de l'argent, et puis si c'est en zone CFA, ils se débrouillent pour ne pas avoir de risque de change, etc. Donc il y a des solutions. Mais néanmoins, ils ont quand même besoin d'avoir accès aux fonds, surtout quand il y a des grands projets d'investissement dans les immobiliers, dans les équipements, pardon, et dans les infrastructures. Mais les PME ou les SME ou les entreprises de taille intermédiaire ont absolument besoin d'accès à financement moderne, nouveau et accéléré. Et c'est eux qui vont créer l'emploi. C'est eux qui vont nouer les partenariats entre les entreprises européennes et françaises. Et ce que je vous dis vaut aussi pour les entreprises européennes, puisque je préside aussi l'EPCAM, qui est le secteur privé européen pour l'Afrique. Et je vois bien que les fonds d'investissement ont une grande importance et que ces problématiques, on les trouve partout dans tous les pays européens. Alors les obstacles pour les financements, on les connaît, ils sont nombreux, donc ça va être évoqué. Il y a le coût, le financement, il y a la prime de risque qu'on paye, il y a les garanties qu'il y a données, mais tout ça, les fonds d'investissement qui participent en equity au projet résolvent en partie ces problèmes. Mais il y a un autre sujet aussi, c'est qu'il y a beaucoup de projets en Afrique dont la rentabilité ne peut pas être assurée d'elle-même parce que le niveau de vie, parce que les tarifs qui peuvent être pratiqués, par exemple, ne sont pas suffisants
sur une période de 20, 25, 30 ans, même si on rallonge la durée d'amortissement. Et donc, il faut un petit coup de pouce au départ. Alors, ça peut être l'aide publique au développement, c'est une chose pour laquelle nous plaidons fortement, que l'aide publique au développement s'oriente un petit peu, aujourd'hui c'est 0, alors c'est pas très compliqué, mais qu'elle s'oriente un petit peu vers le secteur privé. Je ne vois pas pourquoi les entreprises ne bénéficieraient pas de l'aide publique au développement. Les États et leur démembrement en profitent, les ONG en profitent, pas les entreprises. Et donc, je trouve qu'on laisse passer beaucoup d'opportunités en ne le faisant pas. Mais aussi le private equity, qui peut jouer un rôle sur 5 ou 6 ans, mais quelquefois aussi sur le long terme. Il y a des fonds, enfin, ça va sans doute être évoqué, qui accompagnent les entreprises sur le long terme, mais il y a besoin d'un coup de pouce et de fonds propres. Et d'ailleurs, on voit bien, dans de nombreux cas, les acteurs manquent de fonds propres. Et c'est la raison pour laquelle les projets soit ne voient pas le jour, soit sont pénalisés pendant leur existence. Donc, ce sujet que vous allez évoquer avec tes invités, Jean-Jacques Leca, qui est le président de notre commission juridique et fiscale Océane, et qui organise cette soirée avec France Invest, eh bien, ce sujet est passionnant et il est totalement stratégique. Donc j'espère que des idées nouvelles en sortiront et surtout que vous aurez l'envie et l'opportunité d'investir davantage en Afrique. On en a besoin. Comme vous l'avez vu hier au débat, ça a été un sujet stratégique traité en à peu près 10 secondes, mais ce n'est pas parce que ça a été rapide que ce n'est pas important. Donc nous avons tous, je crois, la même partition à jouer. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci Luc. Merci Luc, merci Étienne. Voilà, comme tu viens de dire, donc en tant que président de la commission juridique et fiscale du CIAN et avec Aurélie, hein, qui est en tant que senior partner et general counsel d'Amétis, est à la fois membre de France Invest et du CIAN, nous avons pensé intéressant d'organiser cette réunion sur ce thème du développement du capital investissement en Afrique. Alors, je vais brièvement donc présenter les intervenants par ordre de participation, en commençant par Aurélie Pugeot, donc, qui est senior partner general counsel d'Amétis, du groupe Amétis, et qui est basé à Abidjan et qui a pris l'avion cette nuit pour être avec vous aujourd'hui. Voilà. Ensuite, Alexis Caude, partenaire d'un autre grand fonds d'investissement dédié à l'Afrique, Adenia, qui nous parlera notamment de Maurice. Ensuite, nous avons demandé à Grégoire Hébert-Suffren de nous parler un petit peu des évolutions de la réglementation fiscale applicable aux opérations de capital investissement, en particulier dans les zones les États des zones CEMAC et UEMOA. Grégoire, après avoir fait carrière chez EY, a monté une base de données consacrée à la législation et à la réglementation africaine et effectue beaucoup de missions actuellement pour le Fonds monétaire notamment sur les réformes de la fiscalité, des régimes fiscaux applicables en Afrique et donc, il établit un certain nombre de nouveaux codes des impôts dans un certain nombre de pays. Et donc, il est tout à fait bien placé pour nous présenter ces évolutions de la réglementation fiscale. Et donc, je vais sans tarder passer la parole à Aurélie, qui va nous présenter un panorama du capital investissement panafricain. Alors. Voilà. Je vous laisse le truc. J'avais fait des belles slides. Oui, il faut utiliser les slides. Alors, je vais vous parler un petit peu chiffres en vous présentant donc les tendances du private equity en Afrique sur ces dernières années. Alors, je ne sais pas si on voit bien les slides, mais ce qu'on peut se contester sur le premier tableau du haut, c'est que le nombre de transactions en private equity n'a eu de cesse d'augmenter entre juin 2017 et juin 2021, et ce malgré janvier 2020 où les levées de fonds ont connu un ralentissement. Alors bien que le nombre de transactions augmente constamment, la valeur des transactions en revanche est en baisse.
Et on s'attend à ce que ces tailles moyennes continuent d'être en baisse, que ce soit en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest. Alors c'est un peu moins vrai en Afrique du Sud. La taille moyenne des transactions qui sont attendues au cours des 12 prochains mois reste inférieure à 50 millions de dollars. Et de manière générale, la taille des transactions sur ces géographies reste comprise entre 10 et 20 millions, entre 10 et 20 millions de dollars. Parce qu'en fait, elles sont généralement orientées à des PME à fort potentiel. On peut constater bien évidemment des tickets d'investissement qui sont beaucoup plus élevés dans des secteurs tels que les télécoms, les services financiers, l'énergie et l'infrastructure. Les moteurs de croissance en Afrique, vous les connaissez vraisemblablement, une population qui est jeune, qui est dynamique, une urbanisation qui est rapide, une adoption accélérée des moyens de technologie, mais également, puisque c'est un petit peu dans le thème du sujet, une réduction des barrières commerciales encourageant l'augmentation des flux de capitaux. On peut citer par exemple cette initiative en juin 2021 avec la zone continentale africaine de libre-échange, qui en est encore à ses prémices. Quand on regarde un petit peu la répartition par secteur, alors certains secteurs attirent traditionnellement les fonds de private equity, que ce soit les biens de consommation discrétionnaires ou pas, de manière classique. Le service des secteurs financiers a connu une grande croissance, mais on peut surtout mentionner deux secteurs, qui sont les secteurs de technologie de l'information, qui a connu une croissance significative ces dernières années. Et sa part dans le total des investissements en 2021 représente aujourd'hui 30%. Donc là, on vise tout ce qui est logiciel, services Internet, services externalisés, traitement de données, etc. L'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya restent les pays principaux destinataires de ces fonds dans les technologies de l'information. Ensuite, on peut noter également le commerce de détail sur Internet, marketing direct. La pandémie a forcément contribué à une accélération de la vente en ligne. Et la population jeune et africaine devrait continuer à stimuler cette demande de biens et de services en ligne. Les investissements dans le secteur de la santé, ils ont connu également une forte augmentation. On a vu de plus en plus de transactions dans le secteur de la santé par les fonds, puisque la pandémie a forcément mis en avant des lacunes évidentes dans les systèmes de santé de la région. L'Égypte et l'Afrique du Sud sont ceux qui ont connu les plus gros investissements dans le secteur de la santé. Là, je vous ai fait un petit peu le point de vue des LP, donc des investisseurs et des LP et des GP, sociétés de gestion. Donc, je me suis inspirée je tiens ces chiffres d'une étude qui a été faite par l'AFCA l'année dernière. Et on peut noter certains obstacles par les LP. Donc 62% de ces LP redoutent des difficultés au moment de la sortie, donc qu'elles soient compliquées ou avec des délais qui sont moins prévisibles. 56% des LP estiment qu'il y a un risque lié au change, confère la dévaluation de la monnaie égyptienne récente. 35% évoquent un risque d'instabilité politique et 35% mentionnent un profil risque-rendement qui est moins attractif que sur certains autres marchés. On peut mentionner aussi les challenges classiques, environnement réglementaire compliqué, défavorable, manque d'informations sur le marché. Ce qui est nouveau en revanche, c'est la mention du ralentissement macroéconomique mondial et l'actualité, le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, forcément, ce point gagne en légitimité. Malgré ces obstacles, plus de 80% de ces investisseurs prévoient d'augmenter ou au moins de maintenir leur allocation au capital investissement dans les 3 prochaines années. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que la saturation du marché, donc l'offre excédentaire, ce que nous on appelle dans notre jargon le dry powder, n'a pas été mentionnée par ces mêmes LP. Et finalement, quand on regarde les obstacles soulevés par les GP, les sociétés de gestion, c'est un petit peu les mêmes que ceux des LP, en rajoutant forcément un obstacle de taille qui est celui des difficultés liées au lever de fonds. Et ce risque de ne pas lever a été aggravé pendant la pandémie, puisque toutes les sociétés de gestion qui étaient en cours de levée en 2020 ont dû reporter ou étendre en tout cas leur période de levée de fonds. Sur les moteurs de l'investissement et les raisons qui ont motivé ces LP à investir. Alors la première raison, c'est que ça reste dans leur mandat d'investissement, et on y reviendra puisque les principaux bailleurs de fonds restent les sociétés, les DFI,
les institutions de développement. Mais 59% des investisseurs qui prévoient d'augmenter ou de maintenir leur participation, et ça rejoint ce que disait Luc en introduction, cette première motivation, c'est l'impact. Et ça, c'est très important puisqu'on voit une trend où les capitaux sont destinés à avoir de l'impact. Sur les levées de fonds de ces 5 dernières années, alors avant la contraction du marché en 2020, les levées affichaient une forte croissance entre 2016 et 2019. Elles ont été forcément ralenties considérablement en 2020, mais elles ont quand même rebondi en 2021. Alors, il y a certainement eu un effet rattrapage, mais elles ont atteint un niveau record de 4,4 milliards de dollars en 2021. Et cette croissance s'explique en partie par l'activité des fonds d'infrastructure, qui ont des stratégies qui sont liées à énergie renouvelable et changement climatique. La taille des engagements des investisseurs privés dans le private equity africain, les 3/4 restent en dessous de tickets individuels de 25 millions de dollars. Une minorité de CLP, environ 16%, ont un engagement moyen un peu plus important, entre 25 et 50 millions de dollars. Et seulement 6% d'entre eux ont un engagement supérieur à 50 millions de dollars. Et quand on voit un petit peu le panorama, alors c'est pas très lisible, mais on voit qu'il y a environ 600 acteurs. Alors j'emploie le mot acteur parce que je ne sais pas si ce sont des fonds qui sont régulés ou pas, ou des simples véhicules d'investissement. On estime que la plupart de ces entreprises sont établies soit à l'île Maurice, soit en dehors du continent africain. Et c'est d'autant plus vrai que lorsqu'on regarde les principaux acteurs du capital investissement, alors j'espère que j'en ai pas oublié, la plupart sont à l'île Maurice, au Luxembourg et autres juridictions, mais très peu établis sur le continent africain. Voilà pour ce bref panorama. Merci beaucoup Aurélie. Donc effectivement, l'un des sujets qu'on voudrait aborder et sur lesquels on voudrait entamer une discussion, c'est effectivement la localisation des fonds, puisque bon, si l'île Maurice est considérée comme l'Afrique et bénéficie notamment des fonds des multilatéraux travaillant sur l'Afrique, il n'y a quasiment aucun fonds qui soit basé sur le continent lui-même. Et donc, je vais passer la parole à Alexis Code, qui est partenaire d'Adenia. Pardon ? Alors, Le Crigouzeau reprend la parole. Désolé, je vais mettre un peu de... Non, quelque chose que j'aurais voulu dire en entrée que j'ai oublié, c'est que malgré les 2 années de Covid et ce que vient de présenter Aurélie le démontre chiffres à l'appui, et maintenant la guerre en Ukraine, le private equity n'a quasiment jamais diminué sur le continent. Il continue, les gens continuent à investir de façon importante. Et je fais un pari pour les 2-3 années qui viennent. Qui est que ce qui se passe en ce moment, enfin, la succession de ces 2 crises va augmenter les flux d'investissement euro-africains, parce que tout le monde commence à prendre conscience que la dépendance à l'Asie, d'une part, ça c'était le Covid, et parfois même la dépendance disons, à l'Europe de l'Est. On le voit notamment dans tout ce qui est manufacturing, on le voit pour un pays comme le Maroc qui devient un complément d'approvisionnement, va pousser beaucoup de boîtes européennes à s'intéresser plus au continent. Voilà. Donc, je veux dire, elle nous a présenté des chiffres historiques et je prends le pari que quand on tirera les traînes dans les 2 prochaines années, on verra des volumes d'investissement qui augmentent dans tous les secteurs. Voilà, d'où l'importance de bien investir. Je suis désolé, j'avais un remords, je l'exerce. Ce sont les aléas du direct, il n'y a pas de souci. Attends, je crois que c'est ici le micro. Et donc Alexis, merci d'intervenir pour nous expliquer et nous raconter l'histoire de l'implantation d'Adenia à Maurice. Oui, ce que je vais vous décrire, c'est effectivement je dirais l'histoire d'Adenia, puisque nous, on est un des plus vieux GP sur le continent. On existe depuis 2002 et on a une particularité, c'est que le fondateur d'Adenia, Antoine Delaporte, était basé à l'île Maurice. Donc, on a démarré en 2002 dans l'océan Indien en investissant à Maurice et à Madagascar. Et donc, assez naturellement, on a installé toute la partie back-office du fonds en interne à l'île Maurice. Donc, on a démarré à l'île Maurice et voilà, on s'est développé comme ça. L'évolution d'Adenia, ça a été
ensuite d'aller en Afrique de l'Ouest. Et puis, au cours du fonds 4, donc notre 4e fonds, on s'est développé en Afrique de l'Est, au Maroc et en Afrique du Sud. Donc on a une couverture totalement panafricaine. C'est, je pense, un des éléments qui nous différencie. Donc toutes les équipes sont entièrement en Afrique, avec le back-office du fonds qui est basé à Maurice. Bon, les raisons sont assez simples. On a toujours trouvé que le cadre juridique et fiscal mauricien nous convenait bien. Il y a un cadre juridique qui est assez stable, qui a un mélange de droit français et de droit anglais. Facilité pour créer des SPV quand on décide d'investir. Et puis, je dirais au niveau fiscal, également une fiscalité qui est tout à fait correcte. Donc voilà. Et puis je dirais peut-être un facteur dont on ne parle pas assez, c'est que nous, 2 des 3 managing partners d'Adenia, on est basés là-bas, donc on vit là-bas. Donc un cadre de vie qui est somme toute également assez agréable. Je ne suis pas en train de vous vendre Maurice, mais quand même les plages et le lagon, c'est quand même sympa le week-end. Donc voilà. Alors on a eu un peu des sueurs froides parce que, comme vous le savez peut-être, on lève notre 5e fonds en ce moment. Et Maurice, et comme Aurélie l'a dit, les DFIs sont des pourvoyeurs de fonds importants pour des sociétés de gestion telles que les nôtres. Et Maurice était sur la liste grise de l'Union européenne. Donc cette liste grise posait un certain nombre de difficultés à un certain nombre de LPs potentiels, notamment EIB, qui ne souhaitaient pas investir dans des GP dans lesquels, tant que Maurice était sur la liste grise. Et puis les choses se sont réglées. Je pense que le gouvernement mauricien était très motivé pour que Maurice reste la place financière principale pour l'Afrique. Donc il y avait tout un certain nombre d'applications des lois qui devaient être mises en place, notamment sur tout ce qui était anti-money laundering, sur lequel l'Union européenne souhaitait que Maurice soit pas actif dans la partie juridique, mais implémente véritablement toutes les politiques qui étaient mises en place. Et Maurice a répondu présent. Et donc l'île Maurice a été retiré de la liste grise récemment, ce qui nous a permis de finaliser. On finalise en ce moment la levée de notre 5e fonds. Et ça s'est passé tout à fait correctement avec les DFIs, qui sont souvent des institutions donc européennes et qui auraient pu être sensibles à ce sujet-là. Dans ce cadre, juste pour vous dire, on a quand même benchmarké le Luxembourg en se disant si jamais Maurice reste sur la liste grise, qu'est-ce qu'on fait? Donc on devait forcément avoir une solution de repli. Donc on a regardé le Luxembourg et on s'est aperçu que c'était 4 à 5 fois plus cher pour nous d'être basé au Luxembourg que d'être à l'île Maurice avec nos équipes internes. Donc on était convaincus qu'il fallait qu'on reste dans cette organisation-là, sachant qu'on a également une particularité, c'est que l'ensemble du back-office du fonds, donc tout ce qui est compliance, KYC et autres, est fait en interne. Et on a finalement accompagné ces compétences qui se sont développées sur l'île, et maintenant on trouve des gens de qualité à l'île Maurice pour assurer ces fonctions de back-office du fonds. Voilà ce que je peux vous dire en tant qu'opérateur étant basé là-bas. Merci beaucoup Alexis. Oui, donc on voit l'implantation, le lieu, le pays d'implantation du fonds relève d'une série de facteurs. La fiscalité fait partie de ces facteurs, mais ce n'est pas le seul. Ce que vous avez développé en parlant de la qualité des services, du coût des services. Et c'est là-dessus que Maurice a fait d'énormes efforts. Il y a aussi l'existence d'une réglementation spécifique des marchés de capitaux qui exonère les fonds de private equity du formalisme de l'appel public à l'épargne. Donc il y a un certain nombre de critères très importants que Maurice remplit, Luxembourg également. Est-ce qu'il y a d'autres places qui pourraient... alors en Afrique ou hors d'Afrique, remplir ces critères pour un fonds panafricain? On a regardé, nous, le Luxembourg, et puis on a regardé un peu l'Afrique du Sud également, qui était également une option, mais qui a été retirée pour des raisons fiscales. Oui. Et à Maurice, vous avez 2 structures, un fonds et la société de gestion. Absolument. Le fonds est régulé également par la FSC, qui est donc le régulateur mauricien, qui, je dois dire, est quand même
assez souple et qui comprend bien notre activité. Donc voilà, c'est un process d'instruction qui dure environ 6 mois, dans lequel voilà, là on vient de passer devant la fourche codine, si je puis dire, et voilà, pour que le fonds soit agréé par le régulateur. Mais oui, donc le fonds est régulé à Maurice et le GP est basé à Maurice. Donc la société de gestion est à Maurice. Alors il y a une autre option hein, que d'ailleurs on avait discuté avec Luc Rigouzeau qui a dit, donc je vais en parler pour éviter que tu reprennes la parole. La question s'est posée la question s'est posée vis-à-vis des investissements en Afrique, de baser des fonds en France, compte tenu, dans certains périmètres de la zone franc, du réseau de conventions fiscales, du réseau de conventions de protection d'investissement. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette option? Est-ce que ça reste une option ou ça ne l'est pas? Aurélie? Non. Alors, sur la France? Sur la France. Oui, absolument. Nous, d'ailleurs, chez Amétis, on vient d'avoir une nouvelle initiative, puisqu'on vient on a créé en fait un FPCI de droit français, et qui finalement fonctionne très bien, tant d'un point de vue fiscal que d'un point de vue réglementaire. Alors nous, on a une société de gestion au Luxembourg, donc on profite forcément des passeports de commercialisation européens grâce à la réglementation AIFM. À la différence près de ce FPCI, a une stratégie européenne. Donc on investit dans des sociétés essentiellement françaises et européennes. Donc pas dans des entreprises africaines, où là, effectivement, il y a d'autres sujets qui se posent sur les questions de fiscalité. D'accord. Et donc ce fonds va investir dans des structures européennes, essentiellement françaises, qui sont orientées sur le continent africain. Ah d'accord, oui. Voilà, c'est pas un fonds qui va directement investir... Exactement, c'est pas un fonds qui investit directement en Afrique. Nous, nos fonds principaux restent au Luxembourg. Ouais. Je confirme que c'est plus cher que l'île Maurice, mais c'est une juridiction qui est assez naturelle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de NoLP également, ça c'est peut-être un point aussi à mentionner, qui ont leur holding patrimonial de succession au Luxembourg. Ils ont une fiscalité qui est favorable et donc ils connaissent bien les produits luxembourgeois et l'environnement luxembourgeois est assez favorable tant d'un point de vue fiscal que d'un point de vue, et eux investissent directement en Afrique. Oui, parfaitement. Et pour faire une transition avec la prochaine intervention, je voudrais simplement signaler qu'il faut considérer de façon distincte la réglementation et la fiscalité applicable au fonds et celle applicable à la société de gestion. Et ces problèmes de régimes fiscaux dommageables poursuivis par le FMI et par l'Union européenne touchent essentiellement, non pas forcément les fonds ou les holdings, mais les sociétés de services. C'est comme ça qu'à Maurice, les sociétés de services qui étaient taxées à 3% ou à 0 avec des crédits d'impôt sont maintenant taxées au taux de 15%, hein, qui est le taux magique qui a été... consacré également par l'OCDE et par les États-Unis. Et dans cet ordre d'idées, il y a aussi quand même un lieu d'implantation que nous connaissons, nous, Océane, puisqu'on a souvent fait des conférences avec eux, qui est Casablanca, avec le régime de Casablanca Finance City, qui a connu les mêmes difficultés hein, de classement en régime gris par l'Union européenne et qui a dû réformer également son régime pour le rendre moins disons, sujet à moins de distorsions. Donc il y a une série d'options, mais on voit qu'effectivement Maurice reste toujours favori en ce qui concerne l'investissement en Afrique. Alors, et donc pourquoi il y a pas trop de... Alors il y a des sociétés de gestion en Afrique hein, qui se rapprochent des cibles et des marchés, mais il n'y a pratiquement pas de fonds hein, sur le continent. Et Grégoire va nous expliquer un petit peu les contraintes réglementaires fiscales qui peuvent justifier hein, le choix, le fait qu'il y a si peu pratiquement aucun fonds d'investissement basé sur le continent. Oui, merci Jean-Jacques. Oui, alors moi je suis désolé, je suis le rabat-joie de service à chaque fois, surtout quand on parle de l'île Maurice. Il y a des aspects très, très intéressants et puis il y a l'autre côté.
Comme le disait Jean-Jacques, moi j'interviens beaucoup sur des missions du FMI. On vient mettre en pratique un peu, enfin transposer dans les réglementations nationales les recommandations de politique fiscale du FMI. Et là-dessus, on le verra, le FMI n'aime pas du tout l'île Maurice et met en garde les pays africains, les administrations africaines sur les relations qu'ils peuvent avoir avec l'île Maurice. Mais indépendamment de cela, on va un peu voir, donc moi je vais vous parler surtout de deux zones, c'est la zone CEMAC et la zone UEMOA, donc les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale francophones. Pourquoi ces deux zones-là? Parce qu'elles sont intéressantes puisqu'elles ont une union monétaire et aussi une union fiscale. La fiscalité est assez proche d'un pays à un autre et il y a des conventions fiscales qui lient ces pays. Donc implanter une société sur place pour investir, ça permet de toucher dans la zone UEMOA 8 pays et dans la zone CEMAC 6 pays. Et puis après, on a pris deux hypothèses de travail. Moi, je vous avoue que toutes ces questions-là, on est très très peu interrogé dessus par les pays. Et également par les sociétés. Donc du coup, c'est vrai que rechercher de la réglementation, il y en a très peu. Il n'y a aucun régime à part au Gabon sur le capital investissement. Donc on a pris deux hypothèses. La première, ce serait, est-ce qu'on peut créer dans un de ces pays, dans une de ces deux zones, une société de capital investissement et quelle serait la fiscalité applicable? Et l'autre, c'est de dire, on vient d'un pays étranger, Luxembourg, île Maurice, France, quelle serait également la fiscalité applicable à au capital investissement. Sachant qu'on va bien entendu regarder dans l'investissement en capital deux choses, c'est les remontées d'investissement, donc les dividendes, et les cessions de parts au moment où on sort du capital de la société, comment sont taxées les plus-values. Alors, soyons clairs, donc, à part le régime du Gabon que l'on va voir, c'est le régime de droit commun qui s'applique pour tous les États, c'est-à-dire on va avoir un impôt sur les dividendes qui est en moyenne de 5 à 20% selon les pays. Et puis, on va avoir un impôt sur les sociétés, sur les plus-values. Je cède les titres de ma filiale, j'ai un impôt sur les sociétés, les taux moyens sont de 25 à 30% en Afrique de l'Ouest et de 30 à 35% en Afrique centrale. Ils ont tendance à baisser tous ces taux. Ils ont tendance plutôt à se rapprocher de 25% pour éviter la concurrence. En Afrique centrale, ils n'y sont pas encore, mais ça, on y vient petit à petit. Pour les dividendes, c'est bien une filiale qui distribue des dividendes à sa société mère dans un même pays. Actuellement, elle paye un impôt de distribution qui est de l'ordre de plutôt entre 10 et 20%, on va dire. Ça, c'est une pratique qui tend à disparaître. Maintenant, l'idée, c'est de dire plus d'impôts de distribution. Les dividendes sont directement appréhendés par la holding au niveau de son impôt sur les sociétés. C'est pas fait. Et à ce niveau-là, là, ce qui peut commencer à être intéressant, c'est qu'on a un régime de société mère donc dans tous les pays. Dès que vous avez plus de 10% du capital d'une société, vous bénéficiez d'un régime d'exonération, enfin de taxation très réduite. C'est-à-dire qu'on va prendre juste 5 à 10% des revenus qui viennent de votre filiale, qui seront taxés à un taux moyen de 30%, ce qui fait que votre impôt sur les sociétés, en définitive, est de l'ordre de 1,5 à 3%. Ça, c'est un régime qu'on trouve dans tous les pays et qui s'applique dans des conditions assez larges, donc assez faciles à appliquer. À part éventuellement en zone CEMAC où il faut quand même au moins 25% de détention, ce qui n'est pas toujours le cas. On a aussi des régimes de holding. Alors là, c'est dans les pays d'Afrique de l'Ouest, donc dans les pays de l'UEMOA et également au Congo, mais pas dans les autres pays de l'Afrique centrale, qui est un principe, donc vous allez être taxé à un taux réduit, voire avoir une exonération lors de la cession de vos titres de participation. Alors, un titre de participation, c'est en gros plus de 10% du capital d'une société. Et par contre, il faut, pour que vous rentriez dans ce cadre-là, mais là ça concerne complètement les fonds, il faut avoir plus de 60% de son actif constitué de titres de participation dans des sociétés de la sous-région. Donc, par exemple, une société en Côte d'Ivoire pourrait investir au Burkina Faso, au Niger, au Sénégal, au Bénin. Elle bénéficierait de ce régime. Et là, donc, vous avez des taux très réduits, un taux d'imposition par exemple à 12,5% en Côte d'Ivoire, voire des exonérations dans les autres pays. Ça, donc, ce sont les régimes généraux que vous pouvez trouver partout. Ce qui fait que, ça explique aussi peut-être qu'il n'y ait pas eu d'autres régimes spécifiques au capital investissement, à part au Gabon. On a une réglementation des fonds qui date de 2011 et qui a été transposée dans le Code des impôts peu de temps après, encore récemment d'ailleurs dans la loi de finances 2022. Qui n'est pas non plus un régime dingue, hein. Soyons clairs, c'est un régime qui prévoit un taux réduit d'impôt de distribution des dividendes de 10% au lieu de 15%.
et une exonération d'impôt sur les sociétés pendant 3 ans sur les dividendes perçus et sur les plus-values réalisées. Alors là, on se demande s'ils ont vraiment compris le mécanisme du capital investissement, parce que 3 ans à partir de quoi? À partir du moment où on a investi dans une société, est-ce que ça correspond finalement à la réalité économique de l'opération? C'est 3 ans. C'est 3 ans, c'est tout. C'est comme ça. Bon. Ce qui peut aussi expliquer que, il y a une tendance générale ces dernières années, depuis 5 ans, à demander aux États à faire la publication, à publier leurs dépenses fiscales. Ce qu'on appelle une dépense fiscale, c'est toutes les exonérations qu'elles accordent. L'idée, c'est que chaque année, elles en évaluent le coût et l'efficacité. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui fait que depuis quelques années, on a tendance à réduire les exonérations en matière d'impôt sur les sociétés, mais dans tous les impôts. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des projets de régime communautaire. Il y a un projet qui m'a été transmis pour l'Afrique de l'Ouest. Alors, je ne sais pas qui en est l'auteur. Donc, c'est un projet qui est très bien rédigé sur la partie réglementaire. Sur la partie fiscale, moi, il me paraît beaucoup trop optimiste. Je pense qu'il ne pourrait pas passer. C'est-à-dire que même si la commission de l'UMOA adoptait ce type de projet, on ne sait pas si c'est une directive encore ou un règlement, les États, à mon avis, ne l'accepteraient pas. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui prévoit une exonération de 15 ans. Ça, ce sont des régimes qu'on avait dans les années 90-2000, où on a cherché à attirer à tout prix des investissements, surtout après 1994 et la dévaluation, on cherchait vraiment à faire repartir l'économie. Là, on n'est plus du tout dans ce type d'opération. Ce que recommande le FMI, c'est, et donc, du coup, les États suivent, parce que les États sont quand même indirectement dépendants, notamment pour les administrations financières, de l'aide du FMI. Ce que recommande le FMI, c'est... je dis ça sans aucun jugement de valeur, c'est de dire il faut supprimer les exonérations et recourir à des crédits d'impôt. Alors le crédit d'impôt, c'est bien quand on a une société opérationnelle. Quand on a une holding, c'est difficile de trouver comment créer un crédit d'impôt. Mais par contre, avoir des taux réduits, oui, là je pense qu'on pourrait avoir, s'il y avait un vrai justificatif économique derrière ce projet de directive, on pourrait avoir effectivement, on en reparlera un peu plus tard, on pourrait avoir effectivement un régime communautaire intéressant pour la zone CEMAC, pour la zone UMOA. Deuxième cas, donc là, c'était donc le premier cas, c'était l'investissement, donc la création d'un fonds en Afrique, directement en Afrique. Mais dans tous les cas, votre fonds, comment fait-il pour rapatrier l'argent à l'étranger? Si vous avez des actionnaires, ceux qui mettent, les placements, s'ils sont faits depuis l'étranger, comment faire pour ramener cet argent à l'étranger? Et de même, quand vous avez un fonds qui est basé au Luxembourg, à l'île Maurice ou en France, comment faire pour que l'argent, donc, comment va être traité fiscalement cet argent qui va venir d'un pays d'Afrique vers l'étranger? Donc, toujours deux cas, les deux cas d'école, celui d'imposition des dividendes. Alors, vous avez ici dans cette colonne tous les taux donc, des différents pays, les taux applicables. Donc, vous voyez, c'était entre 10 et 20%. 5% au Bénin, c'est une particularité. Il faut vraiment investir au Bénin depuis l'étranger, non pas depuis le Bénin, parce que le taux est de 10%, par exemple, si on est béninois. Bon, mais si on est à l'étranger, si on est étranger, on a droit à un taux réduit. Bon. Et ces taux-là, quoi qu'il arrive, vont s'appliquer. Alors, ils vont s'appliquer sous réserve de l'application des conventions fiscales. Donc les conventions, il n'y en a pas beaucoup qui ont été signées. Par contre, la France en a signé avec quasiment tous les pays. Et on a regardé aussi l'île Maurice et le Luxembourg, donc qui ont chacun signé une convention. Le Luxembourg avec le Sénégal et puis l'île Maurice avec le Congo. L'île Maurice avait une convention avec le Sénégal et la convention a été dénoncée en 2019 et c'est effectif depuis le 1er janvier de cette année. Donc cette convention, en fait le Sénégal, pourquoi a-t-il dénoncé? C'est qu'ils ont fait une évaluation dans le cadre des recommandations des partenaires techniques et financiers. On leur a dit, faites une évaluation de cette convention. Ils se sont rendus compte que 500 millions de dollars d'impôts leur avaient échappé depuis le début de l'application de cette convention. Ils se sont surtout rendus compte que beaucoup de sociétés avaient changé leur capital, leur structure de capital pour passer par l'île Maurice, même des sociétés qui existaient avant. Donc du coup, ça se fait au détriment des vraies sociétés, des vrais investisseurs qui viennent depuis l'île Maurice. Mais du coup, ils ont préféré supprimer toute convention avec... le Sénégal a préféré supprimer toute convention avec l'île Maurice.
retenue à la source sur tous les flux financiers partant du Sénégal. Hein. C'est ça. C'est à peu près la même chose pour la convention entre l'île Maurice et le Congo. C'est 0% de dividendes sur les dividendes, sur les services et sur les intérêts. Donc c'est vraiment une convention très avantageuse. Le Congo a été sensibilisé sur la question, mais apparemment, pour l'instant, ils ne sont pas en train de remettre en cause cette convention. Bon, il faut voir aussi que les conventions avec la France sont assez souvent plus avantageuses, notamment parce qu'elles octroient un crédit d'impôt. Donc si vous avez un impôt qui a été payé sur les dividendes dans un de ces pays, Côte d'Ivoire ou ailleurs, il donne droit à un crédit d'impôt en France. En dehors de toute convention, vous n'avez pas droit à ce crédit d'impôt. Donc vous percevez des produits nets de l'impôt qui a été acquitté sur place. Donc ce qui est plutôt pénalisant pour un investissement étranger. Donc vous avez des conventions aussi avec la France, mais même ces conventions, certains pays commencent à vouloir les renégocier. Le Bénin a obtenu un cadre de renégociation de sa convention avec la France en début d'année. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc sur les dividendes, c'est pas trop gênant. Sur les autres flux, ça peut être pénalisant. Donc voilà un peu le panorama de l'investissement. Et donc le Luxembourg, convention très récente de 2016 qui est entrée en vigueur, si je ne m'abuse, en 2019 ou 2020, et qui commence déjà à faire parler d'ailleurs au Sénégal. Mais comme des retenues à la source, elle a été négociée, j'ai envie de dire, intelligemment, avec des retenues à la source, notamment au moins 5% sur les dividendes en cas de participation de sociétés mères, de holding. Je pense que cette convention a plutôt vocation à durer. Le deuxième point, c'est voilà, donc c'était juste des explications donc sur ces dividendes, sur l'imposition des plus-values de cession. Alors là aussi, c'est un point qui est important. Vous êtes une société luxembourgeoise ou mauricienne. Vous investissez en direct sur une société ivoirienne, par exemple. Au moment de la cession des titres de la société, la cession est matérialisée dans la comptabilité de votre structure, soit au Luxembourg, soit à l'île Maurice. Et donc jusqu'à récemment, la Côte d'Ivoire n'aurait jamais prélevé d'impôt sur les plus-values au titre de cette participation. Ça, c'est fini. Depuis quelques années, maintenant, on a des taxations, même en cas de cession par des non-résidents. Et pour être sûr qu'il y ait une taxation, on va rendre solidaire le cessionnaire. Celui qui achète les titres va devoir payer l'impôt si vous, le cédant, n'avez pas payé l'impôt. Donc il faut vraiment prendre ça en compte en cas de cession des participations maintenant dans les pays d'Afrique. Ça, je vous en parle pour la Côte d'Ivoire, mais c'est en train d'être mis en place depuis 10 ans sur tous les pays de la zone UEMOA et de la zone CEMAC. Ça va même plus loin dans certains pays comme le Burkina Faso qui souhaitent, un peu à la manière de Vodafone en Inde, pour ceux qui se souviennent de l'histoire, dire que même une société holding, donc s'il y avait une participation indirecte sur une société ivoirienne, à partir du moment où il y a eu un changement dans l'actionnariat principal de la société, eh bien, il faut payer la plus-value sur cette cession. Donc ça remonte très loin. À ma connaissance, ça n'a pas été mis en œuvre. Mais voilà, la justification, c'est de dire que d'accord, vous investissez, vous, depuis l'étranger, c'est normal que vous perceviez un impôt sur la plus-value, vous, pays étranger, mais en même temps, c'est chez nous, en Côte d'Ivoire, par exemple, ou ailleurs, que la valeur économique a été créée, donc on demande un partage de l'imposition. Alors, encore une fois, c'est pareil avec les conventions fiscales, ce mécanisme disparaît complètement. Donc, si vous cédez des titres dans une société depuis une société française, par exemple, avec toutes les conventions fiscales, et même avec la convention avec le Luxembourg et le Sénégal, eh bien, c'est sûr, vous n'avez pas d'imposition dans le pays. Vous n'aurez une imposition que dans le pays de résidence, donc le pays du cessionnaire, donc dans le pays du fonds. Mais ça, c'est pareil, c'est en train de changer. C'est pour ça que beaucoup de pays cherchent à renégocier leurs conventions. C'est pour pouvoir imposer ces plus-values. Les manques à gagner sont assez importants, surtout avec tous notamment en matière de télécom. Ils se sont rendus compte que forcément, créer une société à partir de rien il y a 20 ans, et puis maintenant la faire passer, la revendre à plusieurs milliards, eh bien, ils perdaient énormément en impôts. Et donc le taux, les taux donc sur les plus-values sont de 10 à 20%. On essaye de leur dire, si vous voulez vraiment un partage d'imposition, mettez plutôt un taux de 5%. Pour l'instant, personne ne nous suit, ils comprennent où est la manne. Ça ne passe pas comme ça.
Et puis, juste pour terminer, on a essayé de voir 2 derniers points qui sont ceux des intérêts de compte courant, parce que vous pouvez aussi faire un apport en capital, bien sûr, mais pour financer, aider à financer par des intérêts, de l'apport en compte courant. Et là, du coup, vous percevez des intérêts. Les intérêts, bien entendu, sont imposés. Là, les taux sont plus élevés que les taux sur les dividendes, c'est plutôt 15 à 20%. Et il faut absolument ne pas dépasser un taux plafond qui est le taux directeur majoré de 2 ou 3 points. Actuellement, c'est fait 6 à 7%. Le taux directeur en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest pour 2022, c'est 4%. Et donc, du coup, on est à 6 ou 7%. Et vous avez aussi, attention, des règles de déductibilité qui sont en train de changer, qui sont en train de s'améliorer. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais voilà, qui sont plutôt favorables maintenant au recours à l'endettement, parce que vous avez actuellement des règles qui étaient très restrictives, qui étaient basées sur le capital social, des règles de sous-capitalisation, et qui sont en train d'être transformées. On fait plutôt référence maintenant à l'excédent brut d'exploitation. Donc c'est beaucoup plus intéressant maintenant de recourir à l'emprunt. Enfin, c'est beaucoup plus facile fiscalement. Et le dernier point, donc, c'est sur les prestations de services. Là, on pense notamment aux commissions qui seront versées entre les différents intervenants. Alors attention, parce que toutes les commissions versées depuis un pays, ou toutes les prestations maintenant versées depuis un pays CEMAC ou UEMOA vers l'étranger, donc zone en dehors du pays, même à l'intérieur de la zone CEMAC, sont soumises, bien entendu, toujours à une retenue à la source, 12 à 20% à peu près, toujours dans des taux quand même assez élevés. Et bien entendu, ces retenues sont assez souvent annulées par les conventions fiscales, mais il y a surtout quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, on a quelque chose qui n'existe pas en Europe, qui est en plus du contrôle des prix de transfert, c'est la non-déductibilité des frais d'assistance technique. Donc, en fait, d'une manière générale, frais d'assistance technique, comptable, financière, maintenant, les États englobent toutes les rémunérations versées à l'étranger. Et ils appliquent dessus un plafond de déductibilité basé pour beaucoup sur les bénéfices imposables. Par exemple, 2,5% des bénéfices imposables au Cameroun. Autant dire que c'est une taxe sur les services, une taxe supplémentaire sur les services. Parce que votre service n'est pas déductible, 2,5% ce n'est rien, c'est sur des bénéfices imposables. Donc du coup, vous avez une taxe de quasiment 30% sur les services qui sont versés à l'étranger. Et là encore, par contre, un point favorable, c'est l'évolution prônée notamment par le FMI, qui commence à être mise en place déjà en Côte d'Ivoire depuis cette année et bientôt dans les pays CEMAC. C'est de plafonner non plus sur le bénéfice imposable, mais sur les frais généraux ou sur le chiffre d'affaires. Et là, du coup, vous avez plus de marge de manœuvre pour pouvoir justement rémunérer des services à l'étranger. Voilà en quelques mots. Je pense avoir été assez complet et je ne vais pas vous assommer plus longtemps avec la fiscalité africaine. Merci beaucoup. Merci Grégoire. Effectivement, le tableau n'est pas très favorable au capital investissement et on voit que cette fiscalité pénalise non seulement les fonds qui seraient implantés localement, mais également les transactions. Les transactions qui sont faites depuis l'étranger. Et j'ajouterais qu'il y a également dans certains pays encore des droits d'enregistrement applicables aux cessions d'actions, des droits d'enregistrement proportionnels qui peuvent atteindre 2 ou 3% de la transaction, donc qui renchérit encore le coût de la transaction. Et puis, en ce qui concerne les fonds implantés, notamment en zones qui seraient implantés en UEMOA et CEMAC, il y a un énorme problème de contrôle d'échange puisque ces fonds ne peuvent pas, en pratique, ne peuvent pas investir en dehors de leur zone monétaire. Ils le pourraient avec une autorisation ministérielle, mais qui n'est en pratique jamais donnée. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer ces régimes. Et là, on va passer maintenant à des problématiques plus juridiques et de fonctionnement. Et donc, je vais repasser la parole à Alexis, qui va nous parler des problèmes de gouvernance et de sortie, qui sont les problématiques classiques des fonds. Ça ne va pas être très, très juridique. Je vais revenir peut-être, je vais rebondir sur ce que Aurélie disait en introduction à la fin sur la difficulté des sorties en Afrique, qui est généralement un des points qui est mentionné par nos LPs
comme un des points de difficulté. Nous, historiquement, chez Adenia, on a fait 31 investissements, on a fait 17 sorties. Et voilà, je vais vous donner, pas en tout cas des conseils, puisque je vais les faire avec grande humilité et on ne peut jamais donner de conseils à d'autres investisseurs. Mais voilà, comment on approche cette problématique de sortie en Afrique. Comment on sort d'un investissement en Afrique. La première chose, c'est que nous, chez Adenia, on fait de l'investissement majoritaire. Donc on fait du buy-out, qui est une particularité. Donc on achète des sociétés à des familles qui ont ces business depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, et qui n'ont pas forcément de solution, parce que, par exemple, la deuxième génération ne souhaite pas rester dans le pays, ou la deuxième génération n'est pas capable de gérer le business. J'ai eu un cas à l'île Maurice, où le père m'a dit, voilà, je veux vendre. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux vendre? Tu as ton fils qui peut reprendre. Il me dit, non, je pense qu'il n'est pas capable, mais je ne peux pas le virer parce que c'est mon fils. Donc, je préfère que ce soit toi qui le fasses. Bon, donc voilà, c'était effectivement la façon dont le deal m'a été présenté. Et c'est ce qui a été fait, in fine. Et c'est donc nous qui avons repris la société, qui l'avons professionnalisée. Donc, qui avons amené un CEO de l'externe qui avait travaillé dans l'industrie, puisque je pense qu'un des éléments importants dans les changements de business familiaux, c'est d'arriver à les professionnaliser. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est, comme je vous le disais en introduction, c'est de prendre le contrôle, donc d'être véritablement propriétaire d'un business. Alors, de temps en temps, on peut avoir la famille fondatrice qui reste actionnaire minoritaire à nos côtés. Dans ce cas-là, il est extrêmement important de se mettre d'accord qu'on va sortir ensemble dans 5 ans ou dans 7 ans. Et donc, on va vendre 100% de la société. Et nous, on approche effectivement cette problématique de sortie en se disant, in fine, on ne vend pas des actions, on vend un business. Donc, on doit pouvoir délivrer 100% du business à un acheteur potentiel. Et voilà, je vais donner une deuxième anecdote. J'ai vendu donc cette société de peinture dont je parlais tout à l'heure à AkzoNobel, qui est un des leaders de la peinture mondiale. Et il y avait un tout petit actionnaire qui avait 0,02% des actions. Et très clairement, AkzoNobel m'a dit, si je n'ai pas 100% des actions, je ne fais pas. Et ce n'était pas une technique de négociation. C'était clair que pour un groupe tel que celui-là, il n'était pas envisageable d'être enquiquiné par un petit actionnaire minoritaire qui pourrait leur poser des soucis. Donc non seulement avoir le contrôle et avoir la capacité, non seulement juridique, mais également de s'être entendu avec ses partenaires. Puisqu'il ne faut pas qu'il y ait... On peut avoir signé toutes les clauses de drague longue qu'on veut en Afrique. C'est surtout basé sur des relations que vous avez avec des personnes et être clair avec eux que quand on va sortir ensemble. Et que la meilleure raison, que ça va être une protection pour eux, en tant qu'actionnaires minoritaires, de pouvoir toucher le meilleur prix. Mais il faut que cette discussion ait lieu, il faut que ces points aient été purgés bien en amont quand on prépare le process d'exit. Voilà. Après, je dirais que, bien évidemment, comme tout acteur de private equity, on est très... on fait un travail de fond quand on analyse les sociétés, d'un point de vue analytique, d'essayer de bien comprendre quelles sont les barrières à l'entrée, on a parlé des problèmes de devises. Quel est le vrai pricing power d'un business? Est-ce qu'on peut regarder, quand il y a eu des dévaluations de la monnaie, est-ce que la société a la capacité de passer ces augmentations de coûts à ses clients? C'est généralement lié à la part de marché. C'est-à-dire que généralement, si on est leader sur un marché, on a plus de capacité à passer ces augmentations de prix que si on est le challenger, le numéro 3 ou le numéro 4. Donc il y a un travail effectivement analytique en détail qu'il faut faire pour être certain de la solidité du business dans lequel on investit et qui est également un élément essentiel quand on décide de vendre, parce que quand je pense qu'il y a des sociétés en croissance qui génèrent du cash, je pense que on est généralement bien placé pour pouvoir les vendre. Et puis peut-être dernière chose, c'est de ne pas hésiter à prendre des conseils de top qualité. On travaille par exemple, nous, souvent avec Lazard à Paris, qui organise des process mondiaux pour des actifs africains. Et on s'aperçoit que, bien sûr, d'avoir le brand name Lazard dans un processus de sortie est également un élément qui joue favorablement dans ces processus. Et ça nous permet de structurer des process, chose qui, généralement,
est relativement peu faite. Bien évidemment, comme tout fonds de private equity, on préfère acheter en gré à gré à des familles et revendre avec des process où on fait savoir à tout le monde qu'on est en train de vendre pour essayer de créer un peu de tension concurrentielle. Voilà. Voilà, donc c'était pour répondre au point qui était plus un point, je dirais, business, mais voilà, comment on approche la problématique d'exit. Je vois qu'il y a une question. Je ne sais pas si on prend les questions maintenant ou à la fin. On va plutôt les prendre à la fin, si vous voulez bien. Donc, voilà, dans quelques avancer, minutes. Hein, pour dérouler l'ensemble des exposés et toutes les questions, on les posera à la fin. Merci. Bon, merci beaucoup, Alexis, de cet éclairage tout à fait utile sur ces problèmes. Alors, avant de repasser la parole à Aurélie, qui va nous livrer son expérience spécifique sur une société créée en Côte d'Ivoire, moi je vais essayer de vous donner quelques bonnes nouvelles sur des outils juridiques qui sont disponibles dans l'espace OHADA, parce que l'espace OHADA, c'est un sujet que nous débattons beaucoup au sein du CIAN. Et alors, je n'ai pas résisté de remettre une carte des pays membres de l'OHADA, que vous connaissez sûrement, 17 États partis, donc qui représentent quand même une masse assez considérable, 10 actes uniformes, mais surtout des outils qui sont disponibles depuis la révision de l'acte uniforme qui concerne les sociétés commerciales. Donc je ne vais surtout pas développer tous ces points parce que ça serait l'objet d'une conférence en soi, mais simplement vous les signaler. On pourra y revenir au niveau des questions et vous aurez de la part d'Aurélie une application pratique de certaines de ces règles. Donc on a introduit à partir de 2014-2015 la SAS dans les pays de l'OHADA. Il y a une reconnaissance des conventions extra-statutaires, qui n'est pas miraculeux. Ça porte, disons que le problème des clauses de ces conventions, c'est évidemment leur exécution forcée si possible, qui n'est pas toujours facile, mais il y a une plus grande facilité maintenant, il y a une facilité reconnue par la loi de faire appliquer notamment les clauses relatives aux droits de préemption, même si elles ne sont pas dans les statuts, mais si elles sont simplement dans les conventions. Ça, c'est un exemple. On a reconnu les clauses d'inaliénabilité, un peu comme en France, pour un maximum de 10 ans. Bon, ce qui est important pour les fonds d'investissement qui veulent stabiliser l'actionnariat stratégique d'une famille ou de l'investisseur initial, ce qui est souvent le cas, tant que le fonds est encore dans la société. Et surtout, on a maintenant la possibilité de créer des actions de préférence et donc d'organiser à la fois la gouvernance et la répartition des profits un petit peu à la carte. Et ça, c'est très important. Alors, quand on est investisseur majoritaire, comme on le voyait tout à l'heure, c'est peut-être moins important. Quand on est investisseur minoritaire, comme souvent les fonds d'investissement le sont, c'est très important que le minoritaire puisse sécuriser ses droits en étant titulaire d'une catégorie d'actions particulière. C'est un peu la golden share qu'on a connue dans les privatisations dans certains pays, qui permet d'avoir des droits spécifiques. Il ne s'agit pas de prendre tout le pouvoir, mais de pouvoir bloquer des décisions, d'être sûr d'avoir des représentants au conseil d'administration, toute une série de droits que l'on peut s'assurer, même en étant minoritaire. Et on peut également créer toute la série de valeurs mobilières composées que nous connaissons en France, ce qui permet notamment et le plus fréquemment de créer des obligations convertibles en actions, des bons. Et ensuite, alors là il y a une petite coquille, et ensuite, et ça c'est la transition que je vais faire avec Aurélie, il y a une possibilité qui n'existait pas jusqu'à cette réforme de créer des sociétés à capital variable, qui est un outil qui peut également être très bien utilisé si on veut créer un outil d'investissement dans ces pays de l'OHADA. Et donc, sur ce point, je vais passer la parole à Aurélie, qui va nous parler d'une structure qui a été créée par Amétis en Côte d'Ivoire
et qui va enchaîner sur le projet de cadre réglementaire du capital investissement dans l'UEMOA. Merci Jean-Jacques. Ah, il n'y a plus rien là, qu'est-ce qui se passe? Merci. Effectivement, malgré tous les freins qui ont été exposés, et notamment toutes les contraintes fiscales, chez Amétis, on a pris le pari un peu fou de se dire on va quand même y arriver. Et on est parti en fait d'un postulat, parce que même si l'Afrique de l'Ouest a été l'une des premières régions d'Afrique dans les années 90 à accueillir les capitaux des fonds d'investissement, la plupart étant immatriculés en dehors de la zone, ça empêchait historiquement les compagnies d'assurance et les investisseurs institutionnels d'investir dans ces fonds parce qu'ils n'étaient pas justement localisés dans la zone. Donc paradoxalement, l'industrie du capital investissement en zone UEMOA s'est développée sans le soutien de ces investisseurs institutionnels et sans le soutien de ces compagnies d'assurance, alors que celles-ci ont quand même pour objet de collecter l'épargne des populations. Ça leur a privé aussi d'investissements financiers qui pouvaient être diversifiés, vraisemblablement rentables et bénéfiques au développement du tissu entrepreneurial local. Donc chez Amétis, on a essayé de trouver un moyen de canaliser cette épargne locale en essayant de canaliser l'épargne des assureurs d'abord. De ceux de la zone CIMA, donc de la Confédération interafricaine des marchés d'assurance, en faisant en sorte que notre filiale locale, donc Amétis West Africa, AWA de son petit nom, puisse être considérée comme un produit éligible en couverture des engagements réglementés. Alors le code CIMA définit strictement quels sont les éléments à prendre en considération en termes de règles de localisation, d'évaluation, de diversification des actifs du bilan. Mais grosso modo, les compagnies d'assurance doivent justifier à tout moment que leurs engagements réglementés sont représentés par des actifs équivalents sur le territoire duquel les risques ont été souscrits. Donc on a pris l'initiative de créer une filiale de notre structure mauricienne sur un territoire de la zone CIMA, donc en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et on a attendu donc la réforme de 2014 que vous venez de mentionner, qui a introduit pour nous deux innovations majeures. La première, c'est la variabilité du capital, puisque cela nous a permis en fait d'appeler nos investisseurs dans le cadre d'accroissement de capital et de redistribuer les bénéfices dans le cadre de réduction de capital, et ce sans passer par les formalités lourdes de DNSV que vous connaissez, de déclaration notariée, ainsi que tous les frais, les droits qui peuvent s'appliquer. Dans la limite, bien évidemment, d'un plafond et d'un plancher. La deuxième innovation, c'est la reconnaissance de la validité de principe des packs d'actionnaires. Et on a essayé, dans ces packs d'actionnaires, de transposer l'intégralité des termes, des principes que vous trouvez habituellement dans les fonds d'investissement, notamment grâce à des actions de préférence qui nous ont permis d'organiser la gouvernance de cette société, qui reste une société anonyme, une gouvernance qui est plus celle qu'on rencontre dans les fonds, notamment avec des comités d'investissement, avec une politique d'investissement claire dans le pacte d'actionnaires, des mécanismes de liquidité, des restrictions aux transmissions, vous parliez d'inannualité, voilà, tous ces types de principes. Mais effectivement, le cadre fiscal reste encore extrêmement dissuasif, tant au niveau du fonds en lui-même, vous en avez parlé tout à l'heure, malgré qu'on ait bénéficié du régime mère-fille et du régime de participation qui existe aujourd'hui dans le Code général des impôts ivoirien. Toutefois, les investissements entre les deux zones UEMOA et CEMAC restent extrêmement compliqués. On reste assujetti aussi à des questions de contrôle d'échange parce que, paradoxalement, beaucoup de nos partenaires qui ont des actifs nous on investit de manière minoritaire en tout cas, ont des SPV à l'île Maurice. Donc de facto, on se retrouvait à demander des autorisations au FINEX local pour investir dans des SPV, ces SPV qui revenaient dans la zone. Donc comme vous imaginez, j'ai passé beaucoup de temps au FINEX en Côte d'Ivoire, mais on a réussi à obtenir un certain nombre d'autorisations, mais pas sans mal. Le deuxième sujet dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est l'imposition au niveau de la société de gestion. Parce que le principe même d'une société de gestion, elle est rémunérée par un frais de gestion qui est fixe, qui est un pourcentage des actifs sous gestion. Or, dans la plupart de la fiscalité locale, on nous demande de justifier la réalité des prestations. Alors pas qu'on ne fasse rien, mais en tout état de cause, on ne peut pas appliquer un pourcentage qui soit fixe sur les AUM, et sans compter les problèmes de TVA qu'on a pu avoir à un moment donné.
Et donc, c'est pour ça qu'on attend avec impatience ce nouveau cadre réglementaire, alors qui est extrêmement nouveau, il y a encore pas mal de points qui restent à éclaircir. Mais dans les grandes lignes, donc l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, a chargé son conseil, le CREPMF, d'établir un cadre réglementaire et fiscal de l'industrie du capital investissement dans la zone. Donc, vraiment très brièvement, donc les fonds de capital investissement qui sont concernés, ce sont tous ceux qui seraient établis ou commercialisés dans la zone. On vise les FCI à des investisseurs, ouverts à des investisseurs qualifiés, mais également les organismes, enfin les fonds d'État, donc les organismes d'investissement qui sont mis en place par les États ou les personnes morales de droit public. Les types d'actifs dans lesquels ces FCI peuvent investir sont assez classiques, fonds propres, quasi-fonds propres, prêts avec ou sans garantie, d'autres parts ou d'autres actions d'autres FCI et des instruments financiers à des fins de couverture de risque. Deux règles majeures qui sont introduites dans la politique d'investissement, c'est que les FCI domiciliés dans la zone doivent investir au moins 50% de leurs fonds dans des entités dont le siège social est dans la zone. Donc forcément, la politique d'investissement reste focalisée sur la zone UEMOA. Et un FCI ne peut pas détenir plus de 20% d'entreprises cotées. Alors, sauf dérogation, bien évidemment, et les fonds d'État ne seraient pas concernés par ces restrictions. 3 formes possibles: société anonyme, donc à capital variable, la société en commandite simple et le fonds professionnel d'investissement qui, d'après ce que je comprends, est assez similaire au FPCI de droit français. Un point important, c'est que ces FCI restent assujettis tout de même au cadre réglementaire de la zone et restent assujettis aux actes uniformes pour tout ce qui est fonctionnement des sociétés anonymes ou de la société en commandite. Le FCI doit déléguer sa gestion à une société de gestion qui elle-même aussi doit être incorporée dans la zone. Il y a un capital social minimum de 250 millions de francs CFA. Ce minimum est à atteindre dans les 12 mois de la Constitution. Et 100 millions de CFA doivent être souscrits initialement à la Constitution. Et là, on retrouve les principes de transmission, pas de DPS, des conditions et d'achat qui sont librement déterminés. Une possibilité de structurer des compartiments dans les FPI, donc les fonds professionnels. Donc ça, c'est intéressant lorsqu'on a des investisseurs qui nous imposent des clauses d'opt-out ou tout simplement pour avoir des stratégies d'investissement complémentaires ou différentes. Un FCI ne peut être commercialisé qu'auprès d'investisseurs qualifiés. Il y a une définition qui reste quand même assez vague, enfin en tout cas pas aussi précise que celle qu'on peut rencontrer dans d'autres pays. Tout FCI doit être enregistré auprès du régulateur et cet enregistrement doit être postérieur à celui de la société de gestion. Et dès lors qu'un FCI d'un pays donné est enregistré auprès du régulateur, il bénéficie d'une sorte de passeport de commercialisation et il peut aller être commercialisé dans tous les pays de la zone, un peu à l'instar du passeport de commercialisation AIFM. Ensuite, le règlement détaille tout ce qui est contrôle, reporting, évaluation des actifs, notamment avec la mention des règles IPEV qui deviendraient obligatoires, avec tout un tas d'obligations de reporting, d'informations, tant vis-à-vis des porteurs de parts que vis-à-vis du régulateur lui-même. Et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, la fiscalité est très ambitieuse, puisqu'il prévoit une exonération totale de droits de taxes sur tous les actes requis de la Constitution, prorogation, prise de participation, augmentation de capital, réduction de capital et dissolution du fonds. Une exonération donc, sur les valeurs mobilières et les bénéfices d'une durée de 15 ans à compter de la constitution du FCI. Et une exonération d'impôt sur les plus-values de cession de titres à partir du moment où la participation est restée au moins 3 ans dans le portefeuille. À noter que les plus-values de cession seraient aussi exonérées si elles sont réinvesties dans les 12 mois de leur cession. Donc voilà dans les grandes lignes le projet de cadre réglementaire qui, d'après les informations que j'ai, est aujourd'hui devant le Conseil et ils ont pour ambition à ce qu'il rentre en vigueur en janvier 2023. Voilà. Parfait. Et merci beaucoup, Aurélie, de toutes ces indications, à la fois sur l'expérience pratique de Amétis West Africa et sur cette nouvelle réglementation. La question qui se pose pour cette réglementation, c'est la forme du texte qui doit être pris. Est-ce que ça sera un règlement? Est-ce que ça sera une loi modèle? J'ai l'impression que c'est un règlement. Oui. Parce qu'il faut... Ils appellent ça cadre réglementaire.
Oui, il faut parler dans le micro, sans ça personne ne vous entend. Aujourd'hui, il est mention, enfin en tout cas le texte que j'ai, on parle d'un cadre réglementaire. En revanche, la déclinaison, je pense que ce sera peut-être un règlement ou une loi modèle, je ne sais pas. Oui, c'est important parce que, à partir du moment où il y a notamment des mesures fiscales, etc., qui doivent s'appliquer, si c'est une directive, ça doit être transposé Dans les États. mais pas forcément dans les formes identiques. Si c'est un règlement, ça va s'appliquer de façon automatique. Et en 2006, je crois, l'UEMOA avait déjà essayé d'adopter quelque chose, mais qui était beaucoup moins, un texte qui était beaucoup moins complet, qui était en fait sur les sociétés de capital investissement, qui était une loi modèle, c'est-à-dire qu'un texte qui est à disposition des États qui peuvent ou non l'adopter. Ça n'avait pas eu beaucoup de succès, et en tout état de cause, comme les termes justement ne réglaient aucun de ces problèmes fiscaux, ça n'a pas servi à grand-chose. Donc là, on peut espérer qu'effectivement, ça facilite la création, alors ça ne concerne que l'UEMOA, pratiquement, pour drainer les capitaux des institutions de la zone. Absolument. En tout cas, lorsqu'on a créé AWA, on aurait bien aimé avoir ce type de produit, puisqu'il est effectivement dédié à la zone Voilà. UEMOA. Et donc, ce type de réglementation couplé avec les outils juridiques qu'on a vus permettrait effectivement de créer des instruments intéressants dans la zone UEMOA. Donc maintenant, je vais vous passer la parole et on va prendre les questions qui sont soit dans la salle, soit à distance, s'il en existe. Donc tout à l'heure, il y avait une question, je ne sais plus si elle est toujours d'actualité. Du coup, il n'y a plus de questions. Ah si, on a répondu à tout déjà. Un petit retour sur la pratique. Vous parliez de la reconnaissance des conventions extra-statutaires et de leur exécution. Ce que vous vouliez dire derrière, c'est que est-ce que ces États ont fait en sorte, ont fait l'effort que leur juridiction et leurs juges, en fait, reconnaissent et facilitent l'exécution forcée de clauses de cession forcée, de règles longues, de droit de préemption. Une fois que la loi est faite, c'est bien de le reconnaître, mais est-ce que les juridictions sur place et les juges appliquent ces textes et font en sorte que l'exécution forcée se fasse? Alors, c'est un problème très important. Ouais. Je peux simplement vous parler de l'exemple de l'île Maurice, où effectivement on est dans un environnement quand même très pro-business, et les clauses d'exécution forcée sont appliquées. Après, il y a des spécificités qui font qu'à l'île Maurice, il y a un droit commun qui s'applique, qui est plus fort que le pacte d'actionnaires. Donc, par exemple, tout actionnaire qui est au-delà de 25% ne peut pas être forcé à sortir, même s'il y a quelque chose dans le pacte d'actionnaires qui le stipule. Donc, en tout cas, moi, j'ai vu des clauses de drague s'appliquer, mais c'était sur effectivement des cas où c'était inférieur à 25%. Et ça a été fait de manière rapide et efficace devant certaines juridictions. Voilà. Alors, je parle de l'île Maurice, qui est effectivement plutôt dans un environnement anglo-saxon. Ouais. Après, pour être très clair aussi, on évolue aussi dans des pays dans lesquels les décisions de droit peuvent être polluées par un certain nombre de relations que les uns et les autres peuvent avoir avec des juges ou autres. Donc, moi, je suis toujours assez prudent quand on va dans un certain nombre d'autres pays. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle souvent on délocalise un petit peu, puisqu'on fait souvent des SPV à l'île Maurice, justement pour avoir un peu plus de sécurité juridique. De moins en moins, bien évidemment, mais c'est vrai que beaucoup de SPV sont constitués à l'île Maurice, pas pour des raisons fiscales de prime abord, mais pour une question de sécurité juridique, avant tout. Pour céder la société mauricienne. Alors, mais je crois que la question concernait l'environnement de l'espace OHADA, et ce qu'on a dit sur la reconnaissance limitée des pactes d'actionnaires. En fait, ça ne règle pas ce problème. Comme je l'ai dit, on peut obtenir, il y a par exemple une disposition de la loi qui dit que si une clause de préemption n'est prévue que dans le pacte, elle doit être respectée à condition qu'elle soit connue.
de l'acheteur et du vendeur. Et si elle n'est pas respectée, il y a une nullité, donc il y a bien une exécution forcée. Mais toutes les clauses de nature contractuelle sont soumises normalement au droit local. Et sur place, on a encore des dispositions de code civil, même s'il y a des nouveaux codes des obligations dans certains pays, qui ne reconnaîtront pas l'exécution forcée des dispositions contractuelles. C'est-à-dire qu'on dira que à défaut d'exécution, le litige va se régler en dommages et intérêts. Et donc, on ne va pas reconnaître l'exécution forcée. Alors là, on délocalise, c'est-à-dire qu'on prévoit l'application d'un droit étranger. Et après, c'est exactement ce que vous dites, c'est savoir est-ce que le juge, le tribunal de commerce du pays africain en question va effectivement reconnaître l'application du droit étranger, y compris dans sa conséquence d'exécution forcée. Donc ça reste assez compliqué. Mais alors, souvent, ce qu'on fait quand même, en ce qui concerne des sorties notamment, on essaye de verrouiller tout ça avec des comment dirais-je, des options de vente ou d'achat. Hein. Et là, on essaye de les verrouiller. Et comme c'est des contrats internationaux, on prévoit un droit qui permet l'exécution. Effectivement, ça nécessite une architecture un petit peu complexe. Vous aviez une question, monsieur? Oui, j'avais une question complémentaire. Vous avez axé vos exposés essentiellement sur quelques pays, et justement, pas du tout sur les pays anglo-saxons, qui représentent quand même une part très substantielle du PIB africain, et de la dynamique. Alors, est-ce que c'est les mêmes problématiques, ou c'est un cadre que vous n'avez pas éclairé volontairement? Le Kenya, le Nigeria, le Ghana Non, finalement, on a même si on est très francophone, on a la plupart de notre portefeuille qui est situé dans les pays anglo-saxons en termes de volume de transactions, que ce soit au Nigeria ou au Kenya. Et ces investissements sont faits via nos fonds luxembourgeois ou nos véhicules mauriciens. Et ça fonctionne plutôt bien. Après, vous mentionniez les complications des DTA. On peut par exemple citer le Kenya et l'île Maurice, où aujourd'hui les autorités fiscales du Kenya se sont sérieusement penchées sur les problématiques d'évaporation de ces revenus à l'île Maurice et ont considérablement renforcé les critères de substance. Mais on opère. Alors après, je ne suis pas une spécialiste de la constitution des fonds dans ces pays, mais vous avez, en tout cas pour ce qui concerne le Nigeria, des problématiques de change également, contrôle d'échange. Et puis si vous incorporez un fonds au Nigeria, ça signifie que vous incorporez un fonds en Naira et donc vous investissez au Nigeria. Adenia comme Amétis avons des stratégies panafricaines, donc on est bien obligé de trouver des juridictions qui nous permettent d'investir sur l'intégralité du continent africain. Merci, bonsoir. Éric Vernet, associé Spengler Fox. Nous avons évoqué un certain nombre de critères juridiques, réglementaires, parfois un peu techniques. Et Alexis, vous avez mentionné la question de l'humain. Est-ce que dans vos pratiques, chez vous ou chez Amétis, en cas d'achat majoritaire évidemment, le changement de gouvernance s'impose à chaque fois ou pas? Quelle est votre pratique sur le sujet? Non, il n'y a pas de règle. Je vous ai cité l'exemple du père qui ne voulait pas vendre le business à son fils. J'ai eu un autre exemple que je peux vous citer dans l'autre sens, où la deuxième génération était extrêmement capable, avait 20% du capital de la société. Et c'est une société qui avait été créée par deux amis en Afrique du Sud. Et les fils des deux amis étaient le CEO et le COO. Et ils avaient leurs deux pères qui étaient actionnaires à 80%. Et eux, ils avaient 20% tous les deux. Et ils nous m'ont dit, mais est-ce que tu peux nous aider à racheter nos pères? Parce qu'on ne veut plus nos pères sur le dos qui regardent en permanence ce qu'on est en train de faire dans le business. Et cette deuxième génération avait développé une ligne de business qui représentait plus de 50% du business. Donc j'ai trouvé que cette deuxième génération était d'excellente qualité. Et donc c'est toujours eux qui gèrent le business en investissement qu'on a fait récemment. Donc pour moi, il n'y a pas de règle.
il faut faire une évaluation honnête de la qualité, je dirais, du management qui est en place, qui est souvent effectivement, qui peut être la deuxième génération par exemple, et mettre le point sur la table au moment du deal. Alors ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est que comme on fait quand même de l'investissement majoritaire, je pense qu'on n'a pas peur de faire venir des gens de l'extérieur qui ont une expérience de l'industrie. Souvent, voilà, il n'y a pas forcément les meilleures pratiques dans des business familiaux. Donc il ne faut pas hésiter, je trouve, à amener de la compétence de l'extérieur. Bien évidemment, ça doit également être discuté au moment de l'acquisition et pas postérieurement à l'acquisition. Si je peux compléter, effectivement, je rejoins Alexis, hein, il n'y a pas de règles. Mais chez Amétis, on est souvent... alors nous, on a plus de participation minoritaire, on fait aussi du majoritaire, mais on intervient surtout à côté d'un sponsor et d'un management existant. Mais on a souvent investi au moment de business où il y avait une transition générationnelle. Donc forcément, s'il y a une transition générationnelle, il y a forcément une gouvernance qui évolue. Et Jean-Jacques me rappelait sur un dossier sur lequel il nous a beaucoup aidé, où on s'est retrouvé malheureusement avec un sponsor qui est décédé, mais qui avait mis en place une direction générale. Mais on s'est retrouvé avec une vingtaine d'enfants issus de 3 femmes différentes. Et on a dû être particulièrement créatifs pour avoir une cohésion dans cet héritage, en proposant notamment, par exemple, des mécanismes d'indivision portant sur ces actions qui permettaient finalement d'avoir une cohésion au niveau de l'actionnaire et une continuité du business qui était quand même le principal objectif. Merci. J'avais 2 questions. J'avais une question pour vous. Vous avez mentionné tout à l'heure que lors de due diligence, vous regardez vraiment beaucoup de facteurs. Comment vous avez pu faire pendant le Covid, vu qu'il y avait vraiment des facteurs vraiment spéciaux qui sont venus, que personne n'attendait? Est-ce que ça a changé votre orientation dans la manière de vos investissements? Et il y avait le monsieur juste à côté de vous qui disait, par exemple, pour le rapatriement des dividendes, est-ce qu'ils ont pensé justement, quand c'est des actionnaires du pays qui prennent une participation du fonds, est-ce qu'ils ont un avantage parce que ça booste l'économie au niveau local ou pas? C'est les 2 questions que j'avais à vous poser pour monsieur et pour vous. Voilà. Je démarre. Pendant le Covid, on a décidé de ne rien faire pendant le Covid. Tout simplement parce que, d'abord, il a fallu se concentrer sur les sociétés du portefeuille, donc les sociétés existantes. Et moi, j'avais par exemple une société dans laquelle les principaux clients ont fermé en mars-avril. Donc le CEO, je lui parlais quasiment tous les 2 jours pour le réconforter, pour lui dire que c'était pas de sa faute. Donc il y a eu un instinct normal de se concentrer sur les sociétés du portefeuille. Première chose. Deuxième chose, il est impossible de faire des due diligence quand on a le Covid, qu'on ne peut pas voyager, qu'on ne peut pas amener un certain nombre d'experts sur la société. Donc, et puis deuxième chose, quand on a un business qui commence à baisser de manière importante, quasiment tous les business ont baissé en mars-avril 2020, on n'a aucune visibilité. Donc quand on n'a pas de visibilité, on ne peut pas faire une opération de buy-out majoritaire, très clairement. Donc moi je me souviens d'ailleurs une société dans laquelle on a fait l'investissement en 2021. Moi j'avais eu la management presentation en février. J'ai appelé la personne de l'équipe qui travaille avec moi en plein Covid. Je lui ai dit, à mon avis, ce business est mort, il n'y a rien à faire. Et puis finalement, on a continué à discuter avec eux. On a vu comment les business se sont remis post-Covid. Et cette société en question a fait son budget, alors que pareil, en mars-avril, elle avait eu quasiment aucun EBITDA. Donc, on n'a fait aucun deal en 2020. Et par contre, on a fait 6 deals en 2021, à partir du moment où on a été convaincu que les sociétés dans lesquelles on investissait avaient des business solides. De temps en temps, on a structuré des deals différemment. Par exemple, avec des earn-out, quand il y avait encore des impacts Covid qu'on n'était pas encore capable de mesurer. Et à contrario, il y a aussi des business dans lesquels il y avait des impacts positifs du Covid. Par exemple, la distribution, on a une société qui distribue des kits sur le Covid, dans lequel on a investi en 2021. Là, il a fallu faire l'exercice inverse, c'est-à-dire retraiter tout ce qui était d'opérations exceptionnelles liées au Covid. Donc,
quand il y a une crise, je dirais, de cette importance, qui est une crise très significative, même si je dirais aussi qu'elle a été peut-être probablement moins importante en Afrique qu'elle n'a été en Europe et aux États-Unis, on se concentre sur son portefeuille, on attend de voir que les choses se stabilisent, et à ce moment-là, on peut faire des investissements. Plus de questions. C'est sûr qu'il y a des secteurs qui ont été extrêmement impactés. Je pense que voilà, investir dans un groupe d'hôtels en Afrique, il faut être courageux en ce moment. Donc il y a forcément des secteurs qui ont été impactés. Mais encore une fois, moi je ne dirais pas qu'on a changé notre vision de l'investissement en termes d'activité, de secteur d'activité. Bien sûr, il y a des secteurs dans lesquels on sera plus prudent, dans lesquels il faut se dire qu'effectivement, des secteurs cycliques, c'est compliqué. Mais en revanche, j'exclurais pas par nature, à cause de la crise du Covid, un certain nombre de secteurs qu'on regardait avant. Entendu. Écoutez, il n'y a pas d'autres... Pardon, il y avait juste un point, effectivement, sur la différence de traitement entre un national et puis un étranger. Malheureusement, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas. Bon, après, la question est beaucoup plus complexe parce que quand vous investissez dans un fonds, la question est comment vous récupérez derrière votre investissement. C'est pas forcément en direct. Si vous voulez, la seule chose qui pourrait, effectivement, en matière de dividendes, ça ne changera rien. Par contre, si vous êtes national ou un étranger, la seule chose qui pourrait peut-être changer à la rigueur, c'est quand vous cédez ou quand vous quittez, quand vous cédez les parts d'une société en tant que personne physique, il y a une imposition très réduite dans la plupart des pays pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, ça ne changera rien, encore une fois, c'est l'impôt sur les sociétés, mais pour les personnes physiques, ce sont des taux de taxation à 5-7% dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc ça, mais il n'y a aucun régime spécifique, vous voyez, qui privilégierait les nationaux par rapport aux étrangers. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Oui, il y avait une question qui nous parvient à distance sur à qui est-ce qu'on vend de préférence en cas de sortie. Est-ce qu'il y a une différence selon les secteurs ou les pays? Oui, je dirais la préférence, c'est d'avoir des acteurs stratégiques qui sont capables de valoriser évidemment le travail qui a été fait dans la société du portefeuille. Nous, on vend à 80% à des stratégiques et en management buyout, c'est-à-dire de réorganiser un actionnariat autour du management quand on décide de sortir, et puis 20% auprès d'investisseurs financiers. Donc je dirais c'est ça notre mix. Mais pour répondre à la question, l'objectif c'est d'essayer de vendre à des stratégiques. Est-ce que vous privilégiez du coup des stratégiques locaux ou alors ça peut être des acteurs finalement venant de différentes régions hors Afrique? Alors généralement, je dirais si la taille de la société est suffisante, là je pense à un processus d'exit sur lequel je travaille actuellement, on peut avoir de l'intérêt effectivement d'acteurs qui sont des vrais acteurs internationaux. Je parlais également de cette société de peinture qui était basée à Maurice, elle a été achetée par une société hollandaise cotée. Donc il peut y avoir un intérêt, mais il faut que la société soit d'une taille suffisamment importante pour qu'ils y voient un intérêt stratégique pour pouvoir s'implanter en Afrique ou renforcer leur présence en Afrique. Je trouve qu'il y a souvent des acteurs régionaux, c'est-à-dire des acteurs stratégiques qui ont déjà une présence, par exemple en Afrique de l'Est, et qui cherchent à la développer, et puis des acteurs locaux, des conglomérats. Je pense notamment à Maurice également, dans lequel il y a pas mal de conglomérats mauriciens qui peuvent se renforcer. Donc voilà, je dirais que s'il n'y a pas, pareil, une seule réponse à votre question, il peut y avoir du stratégique local, régional ou international, en fonction de la société, voilà, et de la taille du deal. Bonne question. Bonsoir, je voulais juste revenir sur la répartition des investissements. Vous avez évoqué que les ICT occupent une place la plus importante dans vos différents investissements. Ce que je voulais savoir, est-ce que du coup, dans vos différents fonds, il y a une réflexion qui est faite pour avoir des fonds de venture capital dédiés à ce secteur, qui du coup pourraient couvrir les startups de l'amorçage à la sortie? Et du coup, récemment, le rapport de Partech a fait état de plus de 5 milliards d'investissements en 2021 en Afrique. C'est un secteur qui progresse énormément.
Est-ce que vous voulez le cibler de façon plus précise? Alors, pour ce qui concerne Amétis, nous on fait du growth capital, donc on investit dans des sociétés qui sont déjà établies et on essaie de les emmener à un autre niveau, que ce soit une régionalisation ou un développement d'une spécialité. Il n'est pas exclu qu'on étudie le venture capital. On a vu de nombreux fonds qui se sont créés et ça va de facto avec les trends que je vous ai démontrés tout à l'heure. Oui. Et sur les autres fonds, il y a cette réflexion J'ai exactement la même réponse. C'est-à-dire que nous, on va dire qu'on achète des business, je dirais, solides, qu'on achète à des multiples raisonnables et dans lesquels on fait de l'investissement majoritaire. Le problème du venture, c'est généralement c'est du minoritaire et c'est les prix qui sont déraisonnables. Et je rajouterais à ça un troisième facteur qui est le problème des sorties. En Europe, aux États-Unis, finalement, les marchés financiers font des sorties sensationnelles. Malheureusement, en Afrique, on n'a pas de marché qui nous permette de faire des sorties sensationnelles sur des sociétés de venture. Donc en tout cas, nous, on est extrêmement prudents sur le sujet pour répondre de manière directe. Et je ne pense pas que ce soit une thématique qu'on explore. Si on devait en explorer, il y en aurait probablement d'autres avant celle-là. Bien. Je crois que là, on a vraiment fait le tour des différents aspects techniques. Alors une dernière question. Par rapport aux problématiques de durabilité, où en est le sujet de la réflexion en fait sur le par rapport à la problématique de durabilité qu'on rencontre beaucoup en Europe, est-ce que c'est des sujets que vous rencontrez en Afrique, enfin, sur le continent globalement, où en sont les réflexions sur ce type de sujets? On ne fait pas que les prendre en considération, ils sont déjà établis et on les implémente déjà depuis de très nombreuses années. Pour nous, la stratégie impact développement durable est forcément pris en considération et ce, dès même l'identification de l'opportunité. Donc ce sont non seulement on a des audits ISJ qui sont faits sur chaque participation, c'est une exigence de nos investisseurs, mais c'est aussi une vraie volonté. Et on voit d'ailleurs, puisque la plupart des fonds étant en dehors de la zone, on voit très bien qu'aujourd'hui on est assujetti à des réglementations, tout ce qui est taxonomie, finances durables, que l'on doit prendre en considération, que l'on a déjà pris en considération et qui pour nous chez Amétis on est en train de considérablement renforcer. On rejoint d'ailleurs la première raison pour laquelle on investit en Afrique, c'est l'impact et c'est de plus en plus vrai. Bien, je crois que cette fois, on a fait le tour des questions et que la séance a... Peut-être au cocktail. Oui. On a fini, je crois. Oui. On peut continuer à discuter puisque maintenant, on va se retrouver autour d'un verre. Hein, et là, vous serez le bienvenu pour poser toutes vos questions supplémentaires. Merci de votre attention, en tout cas.